Salut à toutes et à tous, c'est Kekev. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle creepypasta, un projet très personnel et très particulier que je prépare depuis quelques semaines maintenant et que j'ai hâte de partager avec vous. Vous me connaissez, j'adore écrire des histoires qui plongent dans les profondeurs de l'émotion humaine, du frisson pur et bien sûr du paranormal. Cette creepypasta, intitulée Les cendres du passé, jusqu'à ce que la mort nous réunisse, c'est exactement ça. Une histoire intense, terrifiante, romantique et profondément humaine. Cette histoire, elle m'est venue comme ça, presque par hasard, mais elle m'a tout de suite pris aux tripes. Vous allez y découvrir Luce, une petite fille sensible, solitaire et très attachante, son père Julien et Olivia, sa mère disparue. Une maison ancienne, inquiétante, pleine de secrets sombres. Bref, tout ce qu'il faut pour passer un moment délicieusement terrifiant ensemble. Alors, cette creepypasta, c'est avant tout une histoire qui me ressemble, une histoire que j'ai façonnée avec soin et énormément de passion. Mais, pour vous offrir la meilleure expérience possible, j'ai choisi de me faire aider dans mon processus créatif par une intelligence artificielle que beaucoup d'entre vous connaissent bien, ChatGPT. Pourquoi ChatGPT? Parce que, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui adore expérimenter de nouvelles manières de créer. Avec ChatGPT, on a eu un vrai dialogue créatif. J'avais mes personnages en tête, mon ambiance, les grandes lignes de mon intrigue, mais ChatGPT a pu me suggérer quelques idées très intéressantes pour enrichir les scènes, développer des détails subtils et surtout me donner des conseils précieux pour renforcer l'immersion de cette histoire. Grâce à ChatGPT, j'ai pu approfondir mes dialogues, peaufiner mes ambiances et trouver ce petit quelque chose en plus qui rend cette creepypasta vraiment spéciale. Mais attention, tout ce que vous entendrez reste 100% moi. 100% mon imagination, mon univers, ma sensibilité. ChatGPT m'a juste aidé à affiner et à améliorer certains aspects, à être sûr que l'histoire soit aussi intense et immersive que possible. Je veux aussi prendre quelques instants pour vous expliquer quelque chose d'important à propos de cette creepypasta. Pour la narration, j'avais initialement choisi une voix clonée, celle de Louise, une voix enfantine créée par Acapella. Je voulais vraiment que Luce, mon héroïne de presque 13 ans, ait une voix qui corresponde à son âge. Malheureusement, cette voix étant issue d'une synthèse vocale, elle manque un peu de nuance et de respiration naturelle. Et, soyons honnêtes, même si elle s'est un peu améliorée après clonage, elle reste légèrement monocorde. Après avoir enregistré les 3 premiers chapitres avec la voix de Louise, j'ai pris une décision importante, grâce aussi au conseil avisé de ChatGPT. Pour que cette creepypasta soit la plus agréable possible à écouter et vraiment immersive, je vais alterner régulièrement avec ma propre voix clonée, plus humaine et naturelle. Vous allez donc remarquer, au cours des prochains chapitres, qu'il y aura parfois un changement de voix. Pas de panique, c'est tout simplement pour vous offrir une écoute plus dynamique, plus vivante, plus immersive, et surtout pour éviter toute monotonie sur la durée. Je suis convaincu que cette alternance apportera une vraie profondeur supplémentaire à cette expérience auditive, même si l'histoire restera entièrement racontée par Luce elle-même, du début jusqu'à la fin. Je tenais vraiment à vous expliquer tout cela très clairement avant de commencer, parce que vous méritez toujours la plus grande transparence sur mes choix artistiques et techniques. Cette creepypasta, c'est aussi votre expérience, et je veux qu'elle soit la plus belle possible. Pour finir, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien continu, vos retours, vos encouragements constants sur mes créations. Vous êtes une communauté incroyable, chaleureuse et fidèle, et c'est grâce à vous si j'ai autant de plaisir à créer et à partager mes histoires. Maintenant, installez-vous confortablement, éteignez la lumière si vous osez, mettez votre casque et préparez-vous à frissonner avec les cendres du passé jusqu'à ce que la mort nous réunisse. Bonne écoute à toutes et à tous, votre Kekev. Chapitre 1. Nous quittions notre maison ce matin-là. Ce n'était pas une maison immense, loin de là, mais elle avait toujours été confortable, chaleureuse, baignée par la douceur d'une lumière paisible, et surtout pleine de souvenirs. Chaque recoin, chaque pièce semblait encore murmurer la présence rassurante de maman. Oui, dans ce petit coin douillet, où j'avais grandi, où j'avais appris à rire, à pleurer, à grandir sous les yeux bienveillants de mes parents, chaque mur portait encore l'écho léger du rire cristallin de ma mère, Olivia. Cette maison, aussi modeste fut-elle,
respirer le bonheur d'un temps révolu, celui d'avant la maladie, d'avant la mort, d'avant cette terrible déchirure qui avait brutalement changé nos vies. Voilà bientôt 3 ans qu'elle n'était plus là, 3 longues années qui n'avaient rien apaisé, ni la douleur brûlante qui rongeait nos cœurs, ni ce vide, affreusement palpable, qu'elle avait laissé derrière elle en disparaissant trop vite. Je m'appelle Luce, j'aurai bientôt 13 ans. Je suis une fille discrète, disent les gens avec cette politesse hypocrite derrière laquelle on cache le mot étrange, solitaire, marginal. Je n'ai jamais aimé me mêler aux autres enfants. Je les regarde souvent de loin, intriguée par leur insouciance, mais jamais attirée par leur jeu puéril ou leur rire bruyant. Ils ne me comprennent pas, tout comme je ne les comprends pas. La vérité, c'est que je suis différente d'eux. Je n'appartiens pas à leur monde agité, criard, superficiel. Moi, mon monde tient en une seule personne, mon père, Julien. Mon père est tout pour moi. Il est mon univers, mon soleil, l'ancre à laquelle je m'accroche quand tout autour de moi semble s'écrouler. Depuis la mort de maman, il est devenu mon unique refuge, celui qui calme mes peurs, sèche mes larmes, apaise mes nuits tourmentées. Je sais bien que je représente la même chose pour lui, même s'il ne me le dit pas toujours avec des mots. Il n'en a pas besoin. Nos silences, nos regards, nos gestes suffisent à dire tout ce que les paroles ne peuvent pas exprimer. Parfois, je me fais belle pour lui plaire, rien que pour apercevoir cette petite étincelle de tendresse fière qui illumine son regard fatigué. Papa a beaucoup changé depuis la mort de maman. Bien sûr, il sourit encore, il me câline, il rit même, mais au fond de ses yeux bleus autrefois pétillants, demeure un voile sombre, triste, un nuage que rien ne semble pouvoir dissiper complètement. Je sais bien que maman lui manque terriblement, qu'elle nous manque à tous les deux, même si nous n'en parlons jamais clairement. C'est notre douleur commune, silencieuse, ce souvenir cruel que nous partageons sans oser en parler vraiment. Notre départ était inévitable. Papa m'avait expliqué patiemment que notre petite maison coûtait trop cher désormais, qu'il fallait partir vivre ailleurs, là où les murs seraient peu, être moins gais, moins doux, mais où l'air serait plus respirable, pour nos finances limitées. Je n'avais rien dit, j'avais hoché la tête en silence, acceptant cette nouvelle réalité sans broncher. Après tout, tant qu'il restait auprès de moi, rien ne pouvait vraiment me blesser. Du moins, c'est ce que je croyais alors, avec cette naïveté enfantine qui ne m'avait pas encore abandonnée. Ainsi, ce matin-là, debout sur le trottoir, devant cette maison remplie de souvenirs que nous quittions pour toujours, je contemplais les déménageurs qui s'agitaient comme des automates, sans égard, pour notre passé. Papa, silencieux et grave, caressait doucement mes cheveux en signe de réconfort, et je me serrais contre lui, cherchant la chaleur de son corps comme un rempart contre l'incertitude de l'avenir. Le trajet vers notre nouvelle demeure fut étrange, presque lugubre. La voiture filait lentement à travers une campagne morne, au milieu de paysages monotones qui défilaient sans fin. Le silence régnait entre nous, seulement interrompu par le ronronnement lancinant du moteur. Papa semblait préoccupé, son visage fermé, perdu dans des pensées que je ne pouvais deviner. Moi-même, je sentais monter en moi une sourde inquiétude à mesure que nous approchions de cette maison inconnue, qui serait bientôt la nôtre. Lorsque nous arrivâmes enfin devant la demeure, je sentis un frisson parcourir lentement mon échine. Ce n'était pas la fraîcheur matinale qui causait ce trouble, mais quelque chose de plus insidieux, plus obscur, une intuition que mon cœur refusait encore de nommer. La bâtisse se dressait devant nous, gigantesque, solitaire, semblable à une vieille gardienne de pierre aux orbites vides, aux fenêtres poussiéreuses qui semblaient nous scruter avec une curiosité malsaine. Nous descendîmes de la voiture sans un mot, observant avec hésitation cette façade décrépite aux murs rongés par l'humidité, aux volets à moitié décrochés, aux tuiles recouvertes d'une mousse épaisse et sombre. J'étais pétrifiée, incapable de bouger, quand la porte massive s'ouvrit brusquement devant nous, grinçant sur ses gonds rouillés comme le cri plaintif d'un animal blessé. Un vieil homme apparut alors, silhouette maigre et voûtée, comme surgi d'un autre temps. Ses yeux, profondément enfoncés dans leurs orbites caverneuses, brillaient d'une lueur étrange, presque malveillante. Il nous sourit, révélant une dentition jaunâtre, partiellement absente, et tendit une main noueuse et tremblante en direction de mon père. « Monsieur Morel, n'est-ce pas ? Je vous attendais. » La voix du vieil homme était rauque, sifflante, chargée d'une ironie sinistre qui résonna douloureusement à mes oreilles. Papa lui serra la main par politesse, mais je vis clairement la grimace furtive qui traversa son visage au contact de cette peau froide, presque cadavérique. « Bienvenue chez vous », ajouta le vieillard, en nous invitant d'un geste ample à pénétrer dans l'obscurité inquiétante de la maison. « Entrez donc, n'ayez pas peur. » Ces mots, prononcés avec une douceur inquiétante, ne firent qu'accentuer l'angoisse sourde qui grandissait déjà en moi. Serrant plus fort la main de papa,
Je franchis malgré tout le seuil, sans savoir que ce simple geste, anodin en apparence, allait bientôt bouleverser à jamais nos existences. Et ainsi, innocents et ignorants des horreurs à venir, nous entrâmes ensemble dans les entrailles glacées de cette vieille maison, loin de nous douter qu'elle nous attendait depuis longtemps déjà, impatiente, affamée, prête à nous dévorer tout entier. Le vieil homme referma soigneusement la lourde porte derrière nous, plongeant soudain l'entrée dans une pénombre froide qui m'enveloppa d'un frisson inattendu. J'eus l'impression désagréable qu'en fermant cette porte, il venait de nous couper définitivement du monde extérieur, comme si cette maison avait décidé de nous engloutir dans ses ténèbres. Je serrai la main de papa plus fort encore, cherchant instinctivement sa chaleur rassurante. « Je vais vous faire visiter, si vous le permettez », murmura le propriétaire d'une voix rauque et grinçante, teintée d'une étrange bienveillance, qui sonnait faux à mes oreilles. « Il y a beaucoup à voir, et cette maison. Voyez-vous, elle est pleine de surprises. » Papa hocha lentement la tête, son visage conservant cette politesse froide, distante, derrière laquelle il cachait toujours ses inquiétudes. Je savais lire en lui comme dans un livre ouvert, et je sentais bien qu'il était déjà troublé, même s'il faisait tout pour le cacher. Il me lança un regard rapide, inquiet, mais tenta un sourire maladroit qui, j'en étais certaine, voulait dire « Ne t'en fais pas, tout va bien aller ». Le propriétaire alluma une vieille lampe à pétrole posée sur un guéridon poussiéreux, dont la flamme vacillante jeta aussitôt des ombres sinistres contre les murs décrépits du vaste hall. Lentement, avec cette démarche pesante propre au vieillard fatigué, il nous guida à travers le rez-de-chaussée, dévoilant peu à peu les secrets poussiéreux de notre nouveau foyer. « Voici le grand salon », dit-il avec un geste ample vers une pièce immense, silencieuse, où trônait encore une cheminée majestueuse recouverte de suie noire. Des toiles d'araignées épaisses comme des dentelles tissées par le temps décoraient chaque recoin. Autrefois, des familles nombreuses y passaient de longues soirées. Malheureusement, il y a eu des incidents. Il marqua une pause étrange, laissant ses mots planer dans l'air comme une menace silencieuse. Papa fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Nous pénétrâmes ensuite dans une vaste cuisine où les carreaux cassés, ébréchés, semblaient raconter leurs propres histoires sordides. Je me demandais combien de gens avaient jadis préparé leur repas ici, sans savoir ce que leur réservait l'avenir. Le vieil homme continua, comme s'il lisait dans mes pensées. Une épidémie, vous savez. Une série de morts inexpliquées, qui emporta plusieurs membres d'une même famille, à une époque. On parlait même d'un mal étrange, presque surnaturel. Je sentis papa tressaillir, mais il conserva son silence, même si je devinais déjà ses pensées. Était-il vraiment raisonnable de me laisser entendre de telles choses ? Je l'observais discrètement, retenant mon souffle. Le vieillard nous entraîna alors vers l'escalier central, massif, recouvert d'un vieux tapis moisi. À mesure que nous montions les marches grinçantes, un craquement sinistre accompagnait chacun de nos pas, comme une plainte émise par les entrailles même de la maison. Mon cœur battait plus vite, sans que je puisse vraiment comprendre pourquoi. Était-ce la maison qui provoquait ce malaise, ou le propriétaire lui-même, dont chaque parole semblait trop honnête pour être totalement sincère ? Arrivé à l'étage, le propriétaire s'arrêta devant une porte entr'ouverte. Il hésita un instant, puis posa sur papa un regard lourd de sous-entendu. Cette chambre, celle qui appartenait à la dernière propriétaire, une femme étrange, solitaire, dont la raison avait fini par vaciller. Elle avait choisi de partir en s'immolant par le feu, dans cette même pièce. Papa ouvrit légèrement la bouche, comme pour dire quelque chose, mais les mots moururent dans sa gorge avant même d'avoir pu franchir ses lèvres. Moi-même, je restais figé d'horreur, incapable de détourner les yeux de cette porte entrebâillée, comme si je pouvais encore sentir les effluves insupportables de chair brûlée flotter jusqu'à moi. « Pardonnez ma franchise, monsieur Morel », continua le vieil homme sans paraître remarquer notre malaise évident, mais je suis convaincu qu'il vaut mieux connaître la vérité dès le départ. Papa sembla soudainement très préoccupé, presque anxieux. Il serra davantage ma main, et murmura finalement d'une voix tendue, « C'est aimable à vous, mais peut-être que tout cela n'est pas vraiment adapté à une enfant de son âge. » Le propriétaire, imperturbable, haussa légèrement ses épaules noueuses. « J'ai toujours pensé, monsieur, qu'il ne fallait jamais cacher la vérité aux enfants. Les enfants ressentent tout, voyez-vous. Et je crois savoir que votre fille est particulièrement intelligente. » Et en entendant ces mots, j'eus un pincement douloureux au cœur, car aussitôt, la voix douce et familière de maman résonna dans ma mémoire. « Luce est intelligente, Julien, elle comprendra toujours tout. Si jamais un jour nous lui cachons la vérité, elle ne nous le pardonnera jamais. » Je savais que papa aussi entendait ces mêmes mots en ce moment précis. Je sentais sa main devenir légèrement tremblante dans la mienne. La fin de la visite fut rapide, presque bâclée.
Le vieil homme montra brièvement la salle de bain, immense, dominée par une somptueuse baignoire en étain, d'un luxe surprenant au milieu de ce décor lugubre. Il évoqua rapidement les autres chambres, dont celle qui allait être la mienne, sans entrer davantage dans les détails. Puis, enfin, il nous guida vers la sortie. Tandis que nous marchions lentement derrière lui, papa me glissa discrètement. « Tout va bien, Luce ? Je suis désolée, je ne voulais pas que tu entendes tout cela. » Je levai les yeux vers lui et tentais de sourire avec assurance, bien que mon cœur battît encore trop vite. « Ça va, papa. Tu sais, maman disait toujours qu'il valait mieux dire la vérité. Je suis grande, maintenant. » Il parut touché, rassuré par ma réponse, mais derrière son sourire timide, je devinais aisément l'ombre tenace du doute. Quand enfin nous fûmes de retour dehors, sur le seuil humide de la vieille demeure, le propriétaire se tourna vers nous avec un sourire énigmatique, presque cruel, et annonça « Je viendrai demain matin pour vous aider à vous installer. Je tiens à vous souhaiter encore une fois la bienvenue. Croyez-moi, vous allez vite vous habituer. » En regardant sa silhouette courbée disparaître lentement au loin, je me blottis contre mon père, submergé par un étrange mélange d'émotions, peur, tristesse, mais aussi cette fascinante curiosité qui, malgré moi, s'éveillait au fond de mon cœur. Car je sentais déjà, dans les profondeurs insondables de cette maison, qu'une force silencieuse, endormie depuis trop longtemps, venait de se réveiller lentement, prête à déchirer à jamais le fragile tissu de notre réalité. Chapitre 2. Le lendemain matin, lorsque nous revînmes à la vieille maison, l'horloge de la voiture indiquait exactement 11 heures. Un soleil pâle essayait en vain de percer les nuages lourds, et un brouillard tenace flottait encore à mi-hauteur des arbres, donnant au décor un aspect irréel, presque fantomatique. La demeure, plongée dans cette brume opaque, semblait nous observer, immobile et silencieuse, comme une énorme créature aux aguets attendant patiemment de nous engloutir. Papa se gara juste devant la maison, puis coupa le moteur en poussant un soupir las. Durant quelques secondes, nous restâmes silencieux tous les deux, comme si aucun de nous ne voulait être le premier à rompre cet étrange moment de calme avant la tempête. Je le vis regarder nerveusement sa montre, puis se tourner vers moi, un sourire maladroit sur les lèvres. « Ça va aller, Luce ? Tu es prête à prendre possession de notre château hanté ?» J'ai esquissé un petit sourire malgré mon angoisse grandissante. « Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix, papa, mais oui, ça ira. » Il posa tendrement sa main sur ma joue, comme pour me rassurer encore un peu, avant de descendre lentement de la voiture. Je fis de même, l'imitant, laissant mes pieds s'enfoncer légèrement dans le sol humide et froid. Une fine pluie avait laissé derrière elle une odeur de terre mouillée, d'herbes fraîches et de bois pourri, qui semblait parfaitement à sa place dans ce décor morose. Quelques minutes plus tard, le lourd camion de déménagement arriva en grondant doucement sur le chemin de terre. Je fus soulagé de voir les déménageurs en sortir rapidement, brisant la solitude inquiétante du lieu par leur agitation bruyante. Ils ouvrirent aussitôt la grande porte arrière du camion, révélant nos meubles, soigneusement emballés et protégés par de vieilles couvertures épaisses. Alors que je regardais les déménageurs commencer à décharger le canapé, la grande table de la salle à manger, nos lits, nos commodes et tout ce qui représentait notre vie d'avant, une voix familière et grinçante résonna soudain derrière moi, me faisant sursauter. « Je vois que vous êtes déjà là. Je suis venu vous donner un coup de main, comme promis. » Le vieux propriétaire était apparu silencieusement, comme sorti du brouillard lui-même. Son sourire inquiétant semblait gravé sur son visage ridé, et ses yeux gris clairs me fixaient avec une intensité qui me mit aussitôt mal à l'aise. Papa, qui venait de remarquer sa présence, s'approcha en me lançant un regard soucieux, puis serra brièvement la main tendue du vieillard. « C'est gentil à vous, mais vous savez, nous pouvons nous débrouiller ? Allons donc, » insista doucement l'homme. « Je tiens absolument à vous aider. C'est une vieille maison capricieuse, il faut savoir lui parler correctement, sinon elle peut vite vous jouer de mauvais tours. » Papa parut troublé par ces mots étranges, mais préféra ne rien ajouter. Le vieillard s'approcha alors des déménageurs avec une agilité surprenante pour son âge, les guidant aussitôt vers l'entrée. « Mettez donc le canapé au centre du grand salon, devant la cheminée. Elle n'a pas fonctionné depuis longtemps, mais vous serez bien installés ici, près du feu. » Les déménageurs, d'abord hésitants, suivirent ces instructions en silence, plaçant notre canapé gris pâle au milieu du salon poussiéreux. Je remarquai avec un certain malaise que, malgré le passage de nombreuses années, la pièce semblait étrangement vivante, comme si elle attendait avec impatience notre arrivée, tandis que les meubles prenaient peu à peu leur place. Je restais debout près de l'entrée, observant cette étrange chorégraphie orchestrée par le vieil homme. Il indiqua aux déménageurs où placer la grande table en bois massif dans la salle à manger, les chaises tout autour avec une précision presque obsessionnelle.
J'avais l'impression dérangeante qu'il connaissait parfaitement la disposition de nos meubles, comme s'il avait déjà vu tout cela auparavant. Quand vint le moment d'aménager les chambres à l'étage, le propriétaire monta lentement les marches en guidant les déménageurs. Le lit le plus grand, bien sûr, ira dans la chambre principale, au fond du couloir. C'est là que vous dormirez, monsieur Morel. Quant au lit plus petit, celui de la jeune demoiselle, vous pouvez l'installer dans la chambre face à la vôtre. Je suivis silencieusement les déménageurs jusqu'à la chambre qui allait devenir la mienne, observant avec un mélange de curiosité et d'appréhension mon lit, ma commode, mon petit bureau prendre place lentement sous les indications précises du propriétaire. Je ressentis un pincement douloureux au cœur, réalisant soudain combien mes meubles familiers paraissaient désormais incongrus dans ce décor froid, presque hostile. Après avoir supervisé la mise en place de chaque meuble, le vieil homme redescendit lentement les escaliers pour rejoindre papa qui attendait anxieusement près de l'entrée. Je le suivis discrètement, entendant distinctement leur échange à voix basse. « Cette maison, murmura le propriétaire, elle est vieille, monsieur Morel. Elle a connu beaucoup de malheurs. Il faudra l'apprivoiser. Et n'oubliez jamais que certaines choses peuvent sembler étranges au début, mais elles sont normales dans une vieille bâtisse comme celle-ci. » Papa répondit simplement. « Je vous remercie, je garderai ça à l'esprit. » Le vieillard hocha lentement la tête en souriant étrangement, puis tourna son regard pâle vers moi, comme s'il avait soudain conscience de ma présence silencieuse derrière lui. Il s'approcha lentement, s'accroupissant à ma hauteur avec un sourire doux amer. « Et toi, jeune fille, souviens-toi de ce que j'ai dit hier. Cette maison te dira tout ce que tu as besoin de savoir. » Il suffit de l'écouter. Sa voix sifflante me glaça, mais je parvins à murmurer. « Oui, monsieur. » Il se releva alors péniblement, salua une dernière fois papa, puis disparut lentement dans la brume qui semblait l'engloutir. Je restai figé quelques secondes à contempler l'endroit précis où il avait disparu, le cœur battant beaucoup trop vite. Je savais déjà, instinctivement, que rien ne serait jamais simple ici, et que cette maison n'allait pas seulement accueillir nos meubles et nos affaires, mais aussi nos peurs, nos souvenirs, nos cauchemars les plus profonds. Le silence était revenu, lourd et épais, comme un manteau d'hiver tombé sur nos épaules dès que la silhouette du vieux propriétaire s'était fondue dans la brume. Papa avait refermé doucement la porte, tournant lentement la clé dans la serrure comme pour nous protéger d'un danger invisible, mais déjà présent. Il se tourna vers moi avec ce sourire un peu forcé, qu'il prenait toujours lorsqu'il essayait de me rassurer, même s'il était lui-même envahi par le doute. « Eh bien, ma puce, bienvenue à la maison. » Je tentais de sourire à mon tour, mais mon cœur restait obstinément lourd. Cette maison, immense et silencieuse, semblait nous observer depuis l'intérieur même de ses murs, chacun de ses recoins chargé d'une présence que je ne pouvais encore nommer clairement. « Tu as faim ?» demanda-t-il avec douceur, posant ses mains sur mes épaules, comme pour me transmettre un peu de sa force. Je hocha légèrement la tête, même si la vérité était que je n'avais pas vraiment envie de manger. Mon estomac était noué par l'angoisse, mais je ne voulais pas inquiéter papa davantage. Nous nous rendîmes lentement dans la grande cuisine, à présent occupée par notre vieille table en bois massif, entourée des mêmes chaises que dans notre ancienne maison. Pourtant, tout ici me semblait différent, déplacé. Cette cuisine n'était pas la nôtre, pas encore du moins. Les murs jaunis par l'humidité, les carreaux ternis et cassés à certains endroits, tout cela me semblait presque hostile. Je remarquai que papa hésita un instant, observant silencieusement la pièce comme s'il cherchait ses repères. Puis, sans un mot, il ouvrit un carton sur lequel était écrit en grosses lettres maladroites « Cuisine, repas ». Je n'ai pas prévu grand-chose, ma chérie, juste quelques sandwichs et des fruits, ça fera l'affaire pour aujourd'hui, non ? Je lui souris faiblement. « Oui, papa, c'est parfait ». Tandis qu'il préparait rapidement nos assiettes improvisées, je m'assis à la table, observant cette pièce qui semblait tout droit sortie d'un autre siècle. Une odeur persistante de renfermé imprégnait chaque coin de la pièce, accompagnée par moments d'autres effluves plus étranges, légèrement métalliques, comme un parfum discret de rouille ou de vieille cave humide. Je me demandais si papa le sentait lui aussi, mais il ne semblait rien remarquer, affairé à découper soigneusement les sandwichs. Nous mangeâmes lentement, presque silencieusement, comme si le bruit de nos voix pouvait déranger cette maison endormie depuis trop longtemps. Papa lançait de temps en temps un regard furtif vers les murs, les fenêtres poussiéreuses, comme s'il s'attendait à voir quelque chose surgir de l'ombre. Quant à moi, j'avais du mal à avaler, sentant sans cesse ce poids étrange peser sur ma poitrine. « Ça te plaît quand même, ici ?» finit-il par me demander doucement, avec un mélange de curiosité inquiète et d'espoir fragile. Je pris quelques secondes pour réfléchir, cherchant les mots justes qui ne le blesseraient pas. Finalement, je murmurai timidement. «
C'est très différent, mais je pense qu'on peut s'y habituer. Bien sûr qu'on va s'y habituer, dit-il avec détermination, prenant aussitôt ma main dans la sienne. Le changement est toujours difficile au début, mais tant qu'on est ensemble, rien ne pourra vraiment nous atteindre, tu sais. Je hochaille la tête en silence, serrant légèrement ses doigts chauds entre les miens. Je savais que papa avait raison, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de ressentir cette sourde appréhension, ce malaise tenace qu'aucune parole rassurante ne pouvait dissiper complètement. Une fois le repas terminé, papa commença à ranger un peu la cuisine, m'encourageant à explorer un peu plus la maison pendant qu'il terminait. Je quittais donc la cuisine à contre-cœur, errant lentement dans le grand salon où régnait une atmosphère pesante, chargée d'une mélancolie indéfinissable. Je m'approchais lentement du canapé, frôlant du bout des doigts le vieux tissu gris pâle que je connaissais pourtant si bien, mais qui paraissait maintenant étranger, presque inconnu. Je levai ensuite les yeux vers la cheminée massive, impressionnante, qui trônait au centre du mur. Quelque chose me poussait à m'en approcher davantage, à observer de plus près le manteau de pierre noire, couvert d'une épaisse couche de suie. Tout à coup, une odeur différente me saisit, plus forte, presque écœurante. Je fronçai le nez, prise d'une soudaine nausée. Cette odeur ressemblait à celle que j'avais cru sentir à l'étage, hier, devant la chambre de l'ancienne propriétaire. Une odeur de brûlé, de fumée âcre, mêlée à autre chose de plus troublant encore, une odeur presque animale, sauvage, effrayante. Je reculai aussitôt d'un pas, le cœur battant plus vite. Cette odeur disparut presque aussitôt qu'elle était apparue, remplacée à nouveau par l'odeur fade de poussière et de renfermé. Je demeurai immobile, interdite, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Peut-être avais-je simplement imaginé tout cela, après tout? Peut-être que ma nervosité jouait simplement avec mes sens? Luce? Tout va bien? Entendis-je soudain papa demander depuis la cuisine, inquiet devant mon silence inhabituel. Je pris une grande inspiration pour calmer mon cœur agité, puis lui répondis aussitôt, tâchant de rendre ma voix la plus naturelle possible. Oui, ça va. Je regardais juste la cheminée. Quelques secondes plus tard, il vint me rejoindre dans le salon, essuyant ses mains dans un torchon. Impressionnante, hein? On pourrait peut-être essayer de la remettre en marche un jour. Ça pourrait rendre cette maison plus chaleureuse. Je souris faiblement à cette idée, mais en moi-même, je doutais fortement qu'un feu, dans cette cheminée, puisse jamais suffire à chasser totalement le froid étrange, que je sentais déjà s'insinuer lentement autour de nous. Papa posa doucement sa main sur mon épaule, souriant d'un air qui se voulait rassurant. On va être bien ici, Luce. Il faut juste laisser du temps au temps. J'acquiesçai en silence, consciente que je devais au moins essayer d'y croire, pour lui, pour moi, pour ce fragile équilibre que nous tentions désespérément de reconstruire à deux. Mais au fond de moi, je savais déjà que rien ici ne serait jamais complètement normal. Rien ici ne pourrait jamais remplacer la douceur perdue de notre ancienne maison, ni faire revenir l'ombre rassurante de maman, disparue trop tôt. Chapitre 3. Après une soirée passée à ranger et déballer nos affaires, vint finalement l'heure d'affronter ma première nuit dans cette étrange maison. J'avais disposé soigneusement mes quelques objets précieux sur les étagères, mes livres favoris, des romans que maman m'avait offerts, mes quelques peluches d'enfance auxquelles je m'accrochais encore secrètement, ainsi que le petit cadre argenté contenant une photo de nous trois, souriants, heureux, bien avant que la maladie ne nous arrache maman pour toujours. Ma chambre, malgré mes efforts, demeurait froide et impersonnelle. Mes affaires, pourtant familières, semblaient maintenant étrangères, déplacées, comme si elles ne voulaient pas vraiment appartenir à ce lieu lugubre. Le papier peint, jauni et déchiré à certains endroits, me donnait la désagréable impression d'être observé par des visages aux formes indistinctes. Mon lit, pourtant le même que dans notre ancienne maison, paraissait désormais inconnu, inconfortable. Je m'étais glissée entre les draps propres que papa avait soigneusement installés, tentant de retrouver un peu de la chaleur rassurante que j'avais toujours ressentie dans mon ancienne chambre. Mais rien n'y faisait. Ici, tout semblait différent, hostile. Je fermais les yeux, espérant trouver rapidement le sommeil, mais au lieu du repos, c'était une angoisse insidieuse qui envahissait lentement mes pensées. Les paroles troublantes du propriétaire revenaient sans cesse me hanter, comme un écho malsain résonnant dans ma tête. Des incidents. Une épidémie mystérieuse. Elle a choisi de s'immoler par le feu. Ces mots tourbillonnaient dans mon esprit, se mélangeant aux images confuses que ma peur créait dans le noir complet de ma chambre. Je tournais et retournais dans mon lit, cherchant désespérément une position plus confortable, mais mon corps refusait obstinément de se détendre. Chaque craquement, chaque grincement de la vieille maison semblait amplifié par l'obscurité. Je savais pourtant que papa dormait juste en face,
Mais malgré cela, je me sentais désespérément seule. Je fixais le plafond, essayant de discerner des formes familières dans les ombres mouvantes, projetées par la faible lumière de la lune. Je dus finir par m'endormir sans m'en rendre compte, car soudain, je me retrouvais plongée dans un rêve terriblement réaliste. Je marchais lentement dans un long couloir sombre, éclairé seulement par une faible lumière vacillante, comme celle d'une bougie sur le point de s'éteindre. L'air était épais, lourd d'une odeur écœurante de fumée, de bois brûlé et de chair calcinée. Je me vis approcher d'une porte entr'ouverte, celle-là même que le propriétaire nous avait montrée à l'étage, la chambre où la femme s'était immolée. Mon cœur battait si vite que je crus qu'il allait exploser dans ma poitrine. Je voulais fuir, mais quelque chose m'attirait irrésistiblement vers cette porte, comme si une force invisible contrôlait chacun de mes mouvements. Je poussai lentement la porte, qui grinça sinistrement, révélant une silhouette sombre au milieu de la pièce, debout, immobile. Elle me tournait le dos, mais je savais instinctivement que c'était elle, la femme dont le propriétaire avait parlé. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avancer davantage, malgré la terreur glaciale qui paralysait mes membres. Je murmurai faiblement, d'une voix tremblante. « Qui êtes-vous » La silhouette se retourna lentement, révélant un visage atrocement brûlé, noirci par les flammes, dont les yeux étaient deux orbites vides, dévorées par le feu. Sa bouche s'ouvrit lentement, laissant échapper un râle lugubre, presque animal, une plainte de souffrance infinie qui résonna à travers la chambre. « Aidez-moi !» Je me réveillai en sursaut, assise brutalement dans mon lit, le cœur battant à tout rompre, le souffle court. Mes draps étaient trempés de sueur froide, et il me fallut quelques longues secondes avant de comprendre que ce n'était qu'un cauchemar. Pourtant, cette horrible vision semblait encore là, dans l'ombre de ma chambre, prête à surgir à nouveau. J'avais la sensation pénible d'une présence invisible, mais palpable tout autour de moi. Tremblante, j'attrapai ma peluche préférée, un petit ours au pelage usé, dernier cadeau de maman avant qu'elle ne tombe malade. Je serrai l'objet contre ma poitrine, comme pour y puiser un peu de courage, tout en me répétant intérieurement que ce n'était qu'un mauvais rêve. « Calme-toi, Luce, ce n'est pas réel. » Murmurai-je faiblement, espérant que le son de ma propre voix suffirait à chasser la terreur qui persistait dans mon esprit. Je jetai un coup d'œil nerveux vers la porte de ma chambre, fermée, espérant qu'elle s'ouvrirait soudainement sur papa, venu voir ce qui n'allait pas. Mais tout resta silencieux, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant patiemment que je baisse ma garde. La fatigue finit par l'emporter malgré tout, m'entraînant de nouveau dans un sommeil agité, entrecoupé de visions troublantes, visage déformé, silhouette vacillante perdue dans les flammes, murmure incompréhensible venant des murs même de ma chambre. Je me réveillais régulièrement, en sursaut, scrutant l'obscurité en retenant ma respiration, persuadée d'avoir entendu une voix, un rire étouffé, ou un pleur lointain. Chaque réveil laissait derrière lui un sentiment toujours plus oppressant, un malaise insidieux qui grandissait au fond de mon cœur. Je savais bien que cette maison nous avait accueillis, papa et moi, mais je commençais lentement à ressentir qu'elle ne nous accepterait jamais vraiment, comme si notre présence ici dérangeait quelque chose, ou quelqu'un. Ainsi, je passais cette première nuit interminable à osciller entre veille et sommeil, hantée par des cauchemars toujours plus réalistes, incapable de trouver la moindre paix dans cette chambre où, pourtant, j'avais tenté de créer un semblant de refuge familier. Ce fut la lumière pâle du matin filtrant timidement à travers mes rideaux jaunis qui me réveilla définitivement. Épuisée par cette nuit infernale, je restai un moment immobile, étendue sur le dos, observant fixement le plafond lézardé qui, même à la lumière du jour, conservait une ombre vaguement menaçante. J'étais encore tout imprégnée des cauchemars affreux qui m'avaient tourmentée. Chaque vision, chaque cri, chaque odeur restait gravée profondément dans ma mémoire. Après avoir repris peu à peu mes esprits, je décidai finalement de sortir du lit, poussée par l'envie urgente de retrouver papa, de sentir sa présence rassurante. J'ouvris lentement mon armoire et parcourus du regard les vêtements suspendus devant moi. Malgré ma fatigue, je pris le temps de choisir une tenue que je savais qu'il aimerait particulièrement, une petite robe bleu marine à motif blanc, simple mais élégante, celle qu'il m'avait offerte pour mon dernier anniversaire. Je savais qu'elle faisait ressortir mes yeux, que papa aimait tant, semblables aux siens. Une fois habillée, je pris soin de me coiffer correctement, passant délicatement la brosse dans mes cheveux longs et châtains jusqu'à ce qu'ils tombent en douceur sur mes épaules. Je voulais être jolie pour lui, non seulement parce que j'aimais voir son sourire fier lorsqu'il me regardait, mais surtout parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'avais besoin de me sentir protégée, aimée, rassurée. Je descendis lentement l'escalier, chaque marche grinçant légèrement sous mes pas, comme si même la maison se réveillait difficilement d'une mauvaise nuit.
Je trouvais papa déjà installé dans la cuisine, préparant tranquillement notre petit déjeuner. En me voyant entrer, son visage s'illumina instantanément d'un sourire doux et sincère. « Bonjour, ma princesse. Tu as réussi à dormir un peu ?» Je m'approchai de lui et me blottis contre son torse, respirant profondément son odeur familière, rassurante, ce mélange subtil de savon et d'eau de Cologne qu'il utilisait depuis toujours. « Pas vraiment, papa. J'ai fait beaucoup de cauchemars. » Il fronça légèrement les sourcils, tout en caressant tendrement mes cheveux. « Des cauchemars ? Tu veux m'en parler ?» Je relevai doucement les yeux vers lui, hésitante. J'ai rêvé de cette femme, celle qui a été brûlée dans la chambre, tu sais, celle dont le propriétaire a parlé. Elle était là, juste devant moi, complètement brûlée, elle m'appelait à l'aide. C'était horrible. J'avais l'impression qu'elle était réelle. Papa prit une grande inspiration, serrant un peu plus fort ses bras autour de moi. Je sentais qu'il cherchait les mots justes, ceux qui pourraient à la fois me réconforter et effacer mes inquiétudes. Finalement, il parla d'une voix calme, posée, presque douce. « Écoute, Luce, c'est parfaitement normal de ressentir ça au début, tu sais. On vient d'arriver dans cette vieille maison, on a quitté un endroit où on se sentait en sécurité, où on avait tant de beaux souvenirs avec ta mère. Ici, c'est nouveau pour nous deux, tout est encore étrange et différent. » Je restais silencieuse, accrochée à lui, attentive à chacune de ses paroles. Et puis, reprit-il doucement, les paroles de cet homme hier, je crois qu'elles nous ont tous les deux beaucoup perturbés. Tu sais, quand quelqu'un nous raconte des choses aussi horribles, notre imagination se met aussitôt à créer ses propres histoires effrayantes. Surtout la tienne, ma puce, parce que tu es sensible et très intelligente. C'est juste ton esprit qui essaie de donner un sens à tout ça, à ce changement brusque. J'hocha lentement la tête contre sa poitrine, comprenant ce qu'il essayait de me dire, même si une partie de moi demeurait encore inquiète. Tu penses vraiment que c'est juste ça, papa ? Il me sourit avec douceur, relevant mon visage vers le sien pour que je voie clairement la sincérité dans ses yeux. Bien sûr, Luce. Les maisons anciennes grincent, craquent, respirent différemment. Elles sont pleines d'histoires, et parfois on a l'impression qu'elles veulent nous la raconter. Mais tout ça n'est que dans nos têtes. Ça ira mieux dans quelques jours, tu verras. Il suffit juste qu'on s'habitue à tout ça. Je lui souris timidement en retour, essayant de m'accrocher à ses paroles rassurantes. J'espère que tu as raison, papa. Bien sûr que j'ai raison, répondit-il en riant doucement pour détendre l'atmosphère. Ton vieux père a toujours raison, tu devrais le savoir depuis le temps. Je ris légèrement, sentant mon cœur se réchauffer peu à peu grâce à lui, à son optimisme contagieux. Nous nous assîmes alors, autour de la petite table de la cuisine, dégustant silencieusement le petit déjeuner simple qu'il avait préparé, quelques tartines avec du beurre et de la confiture, un grand verre de lait frais pour moi, un café fort pour lui. Je sentais sa présence bienveillante apaiser lentement mes angoisses nocturnes. Après un moment, il reprit doucement, son regard fixé dans le mien, sérieux. « Tu sais, ma chérie, ça me manque beaucoup aussi, notre ancienne maison. Ta mère me manque terriblement. Je crois que parfois, tout ce qu'on ressent ici, c'est aussi ce vide immense qu'elle a laissé. » Je serrai doucement sa main dans la mienne, émue par ses paroles. Il n'était pas souvent aussi explicite, et je savais combien cet aveu était difficile pour lui. Je sais, papa. Moi aussi elle me manque. Parfois, c'est comme si elle était encore là, tu sais, tout près. Il hocha lentement la tête, son regard se voilant brièvement d'émotion avant de redevenir lumineux, presque joyeux. On va s'en sortir, Luce. Ensemble, comme toujours. Toi et moi, on est plus forts que tout ça, n'est-ce pas ? Je hochai vivement la tête en souriant, mon cœur rempli à nouveau de confiance et de chaleur. Oui, papa. Alors, plus de cauchemars, d'accord ? Et si jamais ils reviennent malgré tout, tu viendras aussitôt me réveiller, promis. Je ris légèrement, touchée par sa douceur. Promis, papa. Nous terminâmes tranquillement notre petit déjeuner, et malgré les paroles rassurantes de papa, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de rester vigilante, comme si je savais déjà instinctivement que cette nuit ne serait pas la dernière à hanter mon sommeil. Pourtant, à ce moment précis, assise près de lui dans cette cuisine froide et étrange, tout ce qui comptait vraiment, c'était que nous étions ensemble. Et cette certitude, fragile mais précieuse, suffisait pour éloigner, au moins temporairement, les ombres qui menaçaient sans cesse de s'approcher trop près de notre bonheur retrouvé.
Eh bien, chère communauté, j'espère sincèrement que cette creepypasta vous plaît jusqu'ici, que vous êtes plongés pleinement dans cette ambiance sombre, troublante et délicieusement effrayante que j'ai pris tant de plaisir à créer spécialement pour vous. À cet instant précis, nous venons tout juste de terminer le chapitre 3 et nous allons ensemble basculer dans le chapitre 4. Et je vous préviens tout de suite, préparez-vous, car à partir de maintenant, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Les phénomènes surnaturels, que vous sentez déjà probablement venir depuis le début, vont progressivement s'installer dans notre vieille demeure sinistre, prenant possession de Luce, de Julien et surtout de l'esprit torturé d'Olivia, dont le retour promet d'être aussi terrifiant que spectaculaire. Avant de poursuivre l'histoire, permettez-moi de prendre quelques secondes pour saluer chaleureusement une fidèle auditrice, une youtubeuse que j'apprécie énormément et qui suit mon travail avec beaucoup de passion et d'attention. Cette creepypasta est donc tout spécialement dédiée à Christelle, qui aime tant mes créations et que je remercie de tout cœur pour son soutien et sa fidélité. Christelle, cette histoire sombre, frissonnante et passionnée est pour toi et je suis très impatient d'avoir ton retour. Mais bien sûr, cette histoire est aussi dédiée à chacun et chacune d'entre vous, à tous ceux qui auront le courage de rester jusqu'à la toute dernière seconde, à ceux qui oseront affronter avec Luce et Julien l'ombre menaçante d'Olivia et les secrets terrifiants enfouis sous cette maison maudite. C'est pourquoi, mes chers amis, j'ai vraiment besoin de vous, de vos commentaires, de vos impressions, de vos retours sincères. Dites-moi ce que vous pensez de cette creepypasta. Dites-moi si vous aimez l'histoire, les personnages, l'ambiance sonore que j'ai soigneusement travaillée. Dites-moi si vous ressentez les frissons, l'émotion, la peur, mais aussi l'amour profond qui se cache derrière chaque chapitre. Parce que, oui, cette creepypasta m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et de temps. Tout d'abord, pour l'écriture minutieuse des chapitres. Ensuite, pour l'enregistrement audio et le montage. Mais rassurez-vous, ce temps, je le consacre avec énormément de plaisir, parce que partager avec vous ces créations, c'est ce qui me rend le plus heureux. Une dernière petite précision importante avant de poursuivre. Comme vous l'avez sans doute remarqué, il n'y a volontairement pas d'image animée dans cette vidéo, hormis une simple et unique miniature. Ce choix est pleinement assumé, parce que mon objectif avec cette creepypasta est de vous plonger dans une expérience auditive, pure, immersive, où les voix, les silences et le crépitement d'un feu mystérieux dans cette grande cheminée suffisent à vous transporter totalement dans l'histoire. Fermez les yeux, écoutez attentivement et laissez-vous emporter par l'univers de Luce, Julien et Olivia. Sur ces quelques mots, je ne vous fais pas attendre davantage. La suite promet d'être spectaculaire, glaçante, mais toujours aussi intensément humaine et touchante. Alors, soyez prêts, car le chapitre 4 commence dès maintenant. Chapitre 4. Première partie. Le jour venait à peine de s'éteindre derrière les arbres silencieux qui entouraient la vieille maison, plongeant peu à peu les pièces dans une pénombre épaisse, étrangement oppressante. Je m'étais réfugiée dans ma chambre après le dîner, cherchant un peu de réconfort dans la solitude tranquille de mon petit univers personnel. Pourtant, je sentais déjà, sans pouvoir encore mettre de mots précis sur cette sensation, qu'il y avait quelque chose de différent ce soir-là. Quelque chose qui semblait attendre patiemment, tapi dans l'ombre des coins de la pièce, observant chacun de mes gestes avec une attention glaciale et invisible. Je feuilletais distraitement un livre posé sur mon lit, essayant en vain de chasser de mon esprit les cauchemars de la nuit précédente. Mais l'angoisse sourde qui ne m'avait pas quittée depuis notre arrivée ici se fit soudainement plus présente, comme si elle pressentait ce qui allait arriver. Je relevai brusquement la tête lorsqu'un courant d'air glacial, soudain et inexplicable, traversa lentement ma chambre, faisant frissonner les pages du livre entre mes doigts. Mon regard se tourna instinctivement vers la fenêtre. Elle était fermée, comme elle l'avait toujours été depuis notre installation ici. Je fronçai les sourcils, intriguée, ressentant une pointe d'anxiété monter lentement dans ma poitrine. Je posai délicatement le livre à côté de moi et me levai, approchant lentement de la fenêtre pour vérifier. Rien. Pas le moindre souffle extérieur ne semblait pouvoir entrer par ici. Je demeurai quelques instants figée devant cette vitre froide,
observant l'obscurité de la forêt environnante, cherchant désespérément une explication rationnelle à ce phénomène. Mais soudain, une voix, ou plutôt un murmure à peine audible, presque imperceptible, se fit entendre juste derrière moi. Je me retournai aussitôt, le cœur battant la chamade, persuadée que papa venait d'entrer dans ma chambre sans que je ne le remarque. Mais la pièce était vide, complètement vide. Je déglutis péniblement, cherchant à reprendre mon souffle tandis que mon regard scrutait nerveusement chaque recoin de la pièce. J'avais pourtant clairement entendu ce murmure, doux mais incompréhensible, comme le chuchotement discret de quelqu'un qui ne voudrait pas être entendu. Je restai immobile, retenant mon souffle, espérant presque entendre à nouveau cette voix pour être certaine que je n'étais pas en train de perdre la raison. Et puis, très lentement, alors que je commençais à douter moi-même de ce que j'avais entendu, ce fut au tour d'un bruit différent de se manifester. Cette fois, il n'y avait aucune ambiguïté possible. Un léger glissement, suivi d'un bruit métallique étouffé, me fit sursauter. Mes yeux se tournèrent aussitôt vers la petite commode en bois située à côté de mon lit. Là, sous mes yeux terrifiés, une petite boîte à bijoux que maman m'avait offerte lorsqu'elle était encore en vie glissa doucement sur la surface du meuble avant de s'arrêter au bord, comme retenue par une main invisible. Je reculai instinctivement de plusieurs pas, sentant mon dos heurter brutalement le mur froid derrière moi. Mon cœur cognait dans ma poitrine avec une telle intensité que j'avais l'impression que toute la maison pouvait l'entendre. Je restais là, pétrifiée, incapable de détacher mon regard de cette petite boîte à bijoux, attendant presque qu'elle tombe au sol dans un fracas terrible qui confirmerait définitivement l'impossible réalité de ce que je venais de voir. Mais rien ne se produisit. La boîte restait parfaitement immobile, comme si elle attendait elle-même la suite des événements. Peu à peu, je tentais de rationaliser la situation. Être avais-je mal posé la boîte? Être avait-elle simplement glissé naturellement sur la surface légèrement inclinée du meuble? Oui, c'était forcément ça. Je devais me calmer, arrêter de laisser mon imagination prendre le contrôle sur ma raison. Mais alors que je reprenais doucement confiance en moi, un nouveau murmure résonna clairement dans la pièce, plus proche cette fois, plus distinct. Mon souffle se bloqua immédiatement dans ma gorge, mes mains devinrent moites, et je sentis une sueur glaciale couler lentement le long de ma nuque. Ce murmure était doux, presque tendre, comme une mélodie nostalgique, mais il portait aussi en lui une note profondément inquiétante, quelque chose de lointain, et pourtant terriblement familier. Luce, mon prénom. Je venais clairement d'entendre mon prénom. Je me précipitais vers la porte de ma chambre, prête à appeler papa à l'aide, mais mes jambes refusèrent soudainement d'aller plus loin. Je restais là, immobile, tremblante, incapable de savoir ce que je devais faire. Devais-je ignorer tout cela, faire semblant que rien ne s'était produit? Devais-je plutôt hurler et demander à papa de venir immédiatement? La vérité, c'est que je ressentais, au-delà de la terreur qui paralysait chacun de mes gestes, une curieuse fascination. Quelque chose en moi voulait comprendre, voulait savoir ce qui se cachait derrière ces phénomènes inexplicables. Quelque chose me disait que ce n'était que le début, que la maison avait encore tant à me révéler. Je pris finalement une profonde inspiration, m'efforçant de retrouver un semblant de calme, puis murmurai timidement, d'une voix tremblante. « Qui est là ?» Mais seul le silence me répondit, lourd et écrasant, comme si la pièce elle-même retenait son souffle en attendant que je fasse le premier pas. Et puis, lentement, très lentement, la petite boîte à bijoux se remit en mouvement sous mes yeux horrifiés. Elle glissa doucement, inexorablement, jusqu'à tomber au sol dans un bruit sec et métallique, faisant rouler sur le parquet les quelques bijoux qu'elle contenait, comme autant de petits fragments brillants d'un passé qui refusait désormais de rester enterré. Je demeurais figée, à la fois émerveillée et épouvantée, certaine désormais d'une chose. Je n'étais pas seule dans cette maison, je ne l'avais jamais été depuis notre arrivée ici.
Quelque chose ou quelqu'un cherchait désespérément à attirer mon attention. Quelque chose qui, peut-être, aurait dû rester définitivement enfoui dans l'oubli. Et tandis que je fixais, incapable de détourner mon regard, ces bijoux éparpillés sur le sol, je sus instinctivement que cette soirée marquait seulement le début d'une longue descente dans les ténèbres, là où l'horreur et le surnaturel n'étaient désormais plus seulement des cauchemars, mais bien une réalité terriblement palpable, prête à envahir chacun de mes instants. Je restais encore quelques minutes immobile dans ma chambre, mon regard fixé sur les bijoux dispersés au sol, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mon cœur continuait à cogner furieusement dans ma poitrine, et chaque respiration devenait douloureuse, comme si tout l'air autour de moi s'était soudainement raréfié. J'avais désespérément besoin de papa. Lui seul pourrait me rassurer, me calmer, me convaincre que tout ceci n'était qu'une simple illusion de mon esprit fatigué. Je sortis finalement de ma chambre, prenant bien soin d'éviter les bijoux étalés par terre, comme s'ils pouvaient soudainement prendre vie et me saisir par les chevilles, pour m'empêcher de fuir. Je traversai lentement le couloir plongé dans une obscurité presque totale, mes pas légers résonnant faiblement sur le vieux parquet qui craquait sinistrement sous mes pieds. Arrivé en haut des escaliers, je m'arrêtai un instant, essayant d'écouter le moindre bruit qui pourrait m'indiquer où se trouvait papa. C'est alors que je vis une faible lueur filtrer depuis le bas de la porte entr'ouverte du grand salon. Soulagé, je descendis rapidement les escaliers et poussai délicatement la porte. Là, assis dans l'obscurité presque totale de la pièce, éclairé seulement par une petite lampe posée près de lui, papa semblait perdu dans ses pensées. Son regard était sombre, vide, presque mélancolique, fixé sur un point imaginaire, loin devant lui. Je sentis mon cœur se serrer douloureusement, car je connaissais bien cette expression sur son visage. Cette expression qui disait qu'il était en train de penser à elle. À maman. Papa, murmurai-je doucement, hésitante à troubler ce moment silencieux qui semblait lui appartenir entièrement. Il tourna lentement la tête vers moi, et je vis immédiatement son expression changer, passant de la mélancolie à l'inquiétude. « Luce, qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ? Pourquoi tu ne dors pas ?» Je m'approchai lentement de lui, hésitant sur les mots à employer. Comment lui dire tout ce que j'avais vécu dans ma chambre sans passer pour une petite fille apeurée et ridicule ? Pourtant, je savais que je ne pouvais rien lui cacher. « Papa, il s'est passé quelque chose d'étrange dans ma chambre. » Commençai-je timidement, la voix légèrement tremblante. Son visage se fit aussitôt plus sérieux, attentif, et il me fit signe de venir m'asseoir près de lui sur le canapé. Je m'exécutai sans hésiter, me blottissant instinctivement contre lui, cherchant sa chaleur rassurante. Il posa tendrement un bras autour de mes épaules, me serrant doucement contre lui. « Raconte-moi, Luce, qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Je pris une grande inspiration, rassemblant mon courage, puis je me lançai dans le récit détaillé de tout ce que j'avais vécu, le courant d'air inexplicable qui avait traversé ma chambre malgré la fenêtre fermée, et les murmures étranges que j'avais clairement entendus prononcer mon prénom, et surtout la petite boîte à bijoux qui s'était déplacée toute seule devant mes yeux avant de tomber au sol, en répandant son contenu partout. Pendant tout mon récit, papa m'écouta sans m'interrompre une seule fois, le regard fixé devant lui avec attention, comme s'il cherchait déjà à rationaliser chaque détail que je lui livrais. Lorsque j'eus enfin terminé, il garda le silence pendant quelques secondes, visiblement troublé, avant de parler finalement d'une voix douce et rassurante. « Luce, je comprends que tout ça ait pu te faire peur. Cette maison est très ancienne, elle a ses propres bruits, ses propres caprices. Peut-être que tu as simplement imaginé tout ça. » Je relevai aussitôt la tête vers lui, cherchant son regard. « Non, papa, je te jure que c'était réel. J'ai vu la boîte bouger toute seule. J'ai entendu cette voix. C'était réel, je t'assure. » Il soupira légèrement, comme s'il pesait soigneusement ses mots avant de continuer. « Je ne dis pas que tu as menti, Luce, pas du tout. Mais parfois, quand on est fatigué, stressé, nos sens peuvent nous jouer des tours, surtout dans une maison aussi vieille que celle-ci. Et puis, avec tout ce que cet homme nous a raconté hier, ça ne m'étonnerait pas que ton imagination te joue des tours. » Je restai silencieuse quelques secondes, sentant monter en moi une vague d'émotions plus forte que je ne l'aurais souhaité. « Tu ne me crois pas, alors ?» Son regard se fit aussitôt tendre et profondément sincère. « Bien sûr que je te crois, ma chérie. Je crois que tu as ressenti tout ça, je crois que tu as eu peur, et je suis désolée de ne pas avoir été là plus vite pour te rassurer. Mais je suis certain qu'il y a une explication rationnelle à tout ça. » Je baissai légèrement les yeux, ne sachant pas vraiment quoi répondre à ça.
Une partie de moi voulait tellement croire à ces paroles rassurantes, tandis qu'une autre savait instinctivement que ce qui s'était produit était bien réel, et bien plus étrange encore que tout ce que je pouvais imaginer. Tu pensais à maman, hein ? Demandai-je finalement, presque malgré moi, la voix à peine audible. Papa sembla surpris, pris au dépourvu, puis baissa lentement les yeux, son expression devenant soudainement beaucoup plus fragile, presque vulnérable. Oui, Luce, j'y pensais. Je pense à elle souvent, tu sais. Mais ce soir, un peu plus encore, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que nous sommes ici, parce que tout me rappelle qu'elle n'est plus avec nous. Je sentis ma gorge se nouer, et instinctivement, je serrai plus fort mes bras autour de lui, cherchant à lui transmettre toute ma tendresse. Elle me manque tellement aussi, papa. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est tout près de nous. C'est bête, hein ? Il secoua doucement la tête, posant sa joue contre le sommet de ma tête, en respirant profondément. Non, Luce, ce n'est pas bête. Elle nous manque à tous les deux. C'est normal de la sentir encore présente. Elle fera toujours partie de nos vies, même si elle n'est plus là physiquement. Nous restâmes un long moment ainsi, blottis l'un contre l'autre, écoutant simplement le silence profond de cette maison étrange qui semblait écouter, elle aussi, chacune de nos paroles. Je finis par murmurer, d'une voix presque suppliante, « Tu restes un peu avec moi, ce soir ? Juste le temps que je m'endorme ?» Il sourit tendrement, déposant un baiser délicat sur mon front. « Bien sûr, Luce. Je reste avec toi autant que tu voudras. » Je sentis aussitôt mon cœur s'apaiser enfin un peu, réconforté par sa présence et par ses mots. Pourtant, au fond de moi, je savais déjà que rien n'était fini, que ce que j'avais vécu n'était que le début d'une longue série d'événements inexplicables. Mais pour ce soir au moins, papa était là, près de moi, et c'était tout ce qui comptait vraiment. Chapitre 5. Après avoir passé la soirée avec papa devant la télévision, une atmosphère presque rassurante avait fini par s'installer entre nous. Nous avions regardé une vieille comédie, de celle qui faisait toujours rire papa aux éclats. Et, même si je savais que cette tranquillité était fragile, elle m'avait permis d'oublier un instant la lourde tension de cette maison. Mais lorsque vint l'heure de remonter dans ma chambre, la peur, insidieuse, glacée, remonta avec moi les escaliers grinçants, chaque marche semblant se moquer de ma tentative naïve de trouver un peu de réconfort. Je refermai délicatement la porte derrière moi, frissonnant légèrement dans la pénombre de ma chambre. Je remarquai aussitôt les bijoux toujours éparpillés sur le sol, scintillant faiblement sous la pâle lumière du plafonnier. Hésitante, je m'agenouillai et les ramassai précipitamment, troublée par leur froideur presque surnaturelle, avant de les ranger soigneusement dans la petite boîte sur ma commode. Cherchant à me calmer, je sortis rapidement mon pyjama préféré, celui que papa m'avait offert à Noël, un ensemble doux et réconfortant d'un blanc délicat, parsemé de petites lunes roses pâles et d'étoiles dorées. Je l'enfilai rapidement, essayant désespérément d'ignorer les tremblements nerveux qui agitaient mes mains. Je me glissai sous les couvertures, serrant mon ours en peluche contre ma poitrine, priant silencieusement pour que cette nuit soit plus paisible que la précédente. Mais à peine avais-je fermé les yeux que tout recommença. Bien plus intensément, bien plus violemment que la veille. Un courant d'air glacial traversa brutalement ma chambre, claquant violemment contre mes joues. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, cherchant immédiatement une explication rationnelle. Mais ma fenêtre était parfaitement fermée. Mon cœur se mit à battre furieusement dans ma poitrine, sentant l'angoisse m'envahir entièrement. C'est alors que le murmure commença, d'abord faible, presque inaudible, puis de plus en plus fort, résonnant contre les murs comme une plainte sinistre, interminable. « Luce, Luce !» Je plaquai aussitôt mes mains contre mes oreilles, tentant vainement d'étouffer cette voix douloureusement familière, mais rien ne pouvait la faire disparaître. Elle semblait émaner des murs eux-mêmes, comme si la maison tout entière avait pris vie pour me torturer. « Luce, ma petite Luce !» Je sanglotai doucement, terrifiée, suppliant intérieurement que ça s'arrête. Mais au lieu de cela, le phénomène s'intensifia davantage. Un grincement lent, atroce, retentit alors contre la porte de ma chambre, comme si une main invisible la griffait méthodiquement, lentement, avec une cruauté sadique. Le bruit devint bientôt insoutenable, vrillant douloureusement mes tympans, comme s'il cherchait à pénétrer au plus profond de mon esprit. Je poussai un cri étouffé,
serrant de toutes mes forces mon ours en peluche, mes yeux remplis de larmes brûlantes. La porte, violemment secouée, sembla alors prête à céder sous la force d'une présence invisible et terrifiante. Soudain, un bruit sourd, violent, résonna à travers toute la chambre. Je sursautai, paniqué, tandis que la petite boîte à bijoux, comme projetée par une force surhumaine, s'écrasait brutalement contre le mur opposé, explosant en 1000 éclats métalliques qui se répandirent sur le sol. Je sentis alors quelque chose glisser très rapidement contre ma joue, comme le frôlement glacial d'une main invisible. Je bondis hors du lit, totalement paniqué, cherchant désespérément une échappatoire, mais je me retrouvai figé sur place, incapable de bouger, paralysé par la terreur pure. « Luce, viens !» Cette fois, la voix était différente, déformée, gutturale, terriblement menaçante. Elle semblait provenir du coin le plus sombre de ma chambre, là où mes yeux affolés ne pouvaient discerner que ténèbres épaisses et mouvantes. « Laissez-moi tranquille !» suppliai-je en sanglotant, mais la voix ne fit que rire doucement, d'un rire atrocement moqueur qui se répandit lentement dans toute la chambre. Tout à coup, une silhouette sombre et indistincte surgit du coin obscur, traversant la pièce à une vitesse effrayante, passant si près de moi que je sentis nettement l'air glacé fouetter violemment mon visage. Je perdis immédiatement le contrôle de mon corps, sentant avec une humiliation terrible un liquide chaud couler rapidement le long de mes jambes, mouillant le tissu doux de mon pyjama préféré. Je m'écroulai à genoux sur le parquet froid, sanglotant bruyamment, incapable de réagir autrement, tandis que la pièce semblait sombrer totalement dans le chaos. Des coups violents, invisibles, frappaient les murs autour de moi, secouant brutalement les meubles. Le sol tremblait sous mon corps recroquevillé, tandis que les murmures et les rires démoniaques emplissaient désormais tout l'espace, formant un brouhaha insoutenable, une cacophonie infernale de voix douloureuses, colériques, haineuses. « Luce, viens nous rejoindre !» Je hurlai de nouveau, appelant désespérément à l'aide, à bout de force. « Papa, papa, viens vite, aide-moi !» Mais le tumulte paranormal redoubla d'intensité, étouffant complètement mes cris désespérés. La porte de ma chambre s'ouvrit alors violemment, avant de se refermer brutalement, encore et encore, comme secouée par une force invisible, inhumaine, incontrôlable. Je relevai la tête avec horreur, essayant désespérément de comprendre ce qui se passait autour de moi. À travers mes larmes, j'aperçus alors clairement, sur le mur face à moi, se former lentement des lettres tracées par une substance rougeâtre, épaisse, semblable à du sang. « Je suis là, Luce !» Je hurlai de terreur pure, mon corps tout entier secoué par de violents spasmes. Je voulais fuir, hurler plus fort, appeler papa encore et encore, mais la peur avait définitivement paralysé chaque muscle de mon corps. Finalement, après ce qui me parut une éternité, tout s'arrêta soudainement. Le silence retomba, lourd, épais, presque plus effrayant encore que les bruits et les voix qui l'avaient précédé. Je restais là, recroquevillé au sol, totalement brisé, incapable de bouger, tandis que les derniers échos des phénomènes paranormaux s'éteignaient lentement autour de moi. Je n'avais jamais ressenti une terreur aussi intense, aussi réelle, aussi absolue. Je n'avais plus aucun doute désormais. Cette maison était hantée, possédée par quelque chose d'atrocement réel et menaçant. Et ce quelque chose venait à peine de commencer à dévoiler toute sa cruauté. Quelques secondes seulement après que mon cri eut résonné dans la chambre, la porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître papa, les yeux écarquillés de peur et d'inquiétude. « Luce, ma puce, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'approcha immédiatement de moi, s'agenouillant rapidement à mes côtés pour me prendre dans ses bras protecteurs, sans même prêter attention à ce qui se trouvait autour de nous. Tremblante, incapable de retenir mes sanglots, je m'agrippai immédiatement à lui, enfonçant mon visage contre son épaule. « Papa, j'ai eu tellement peur !» murmurai-je difficilement entre mes pleurs. Il remarqua immédiatement l'état de mon pyjama, et je ressentis aussitôt une vague de honte si forte que j'en baissai instinctivement les yeux, mortifié. Mais papa secoua doucement la tête, caressant délicatement mes cheveux d'un geste tendre. « Chut, Luce,
C'est rien du tout, d'accord? Tu as eu très peur. Ça peut arriver à n'importe qui, même aux adultes. Ne te sens surtout pas honteuse, ma princesse. Je suis là, maintenant tout ira bien. Sa voix douce, rassurante, et son sourire chaleureux chassèrent peu à peu la honte qui m'étouffait quelques secondes auparavant. Il se releva lentement, m'aidant à me remettre debout à ses côtés. « Allez, viens, on va aller à la salle de bain. Tu vas prendre un bon bain chaud, ça va te calmer. Je reste avec toi jusqu'à ce que tu te sentes mieux. » Arrivé dans la salle de bain, il me fit asseoir sur une petite chaise, à côté de la baignoire en étain. Avec précaution, il fit couler lentement l'eau chaude, ajoutant généreusement du savon liquide parfumé à la lavande, qui créa aussitôt une épaisse couche de mousse réconfortante à la surface. Puis, dans un geste rempli d'attention, il sortit du placard quelques vieux jouets, des petits canards jaunes, un petit bateau bleu et rouge, et même mon poisson orange préféré de quand j'étais petite. « Regarde, tu te souviens de ça, Luce ?» dit-il en souriant tendrement. « Je suis sûre que ça va te faire du bien. » Je lui souris timidement, rassurée par sa présence douce et réconfortante. Je restais cependant immobile, ne sachant pas vraiment quoi faire, terriblement gênée par mon pyjama mouillé. Papa sembla le comprendre immédiatement et posa gentiment sa main sur mon épaule. « Tu veux que je te laisse un peu d'intimité pour te déshabiller tranquillement ?» Je hochaille doucement la tête, soulagée qu'il comprenne sans que j'aie à le lui demander directement. Il me sourit chaleureusement, déposant simplement un doux baiser sur le sommet de ma tête, avant de reculer lentement vers la porte. « Je suis juste à côté, Luce. Je vais prendre une chaise dans la cuisine et je reste devant la porte. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles tout de suite, d'accord ? Je serai là en 1 seconde. » Je murmurai d'une voix tremblante. « Merci, papa. » Il sortit doucement de la salle de bain, fermant délicatement la porte derrière lui. Quelques secondes plus tard, je l'entendis déplacer une chaise, et je savais qu'il s'installait juste derrière la porte, fidèle à sa promesse. Enfin seul, je retirai lentement mon pyjama mouillé avec un immense soulagement, libéré d'un poids affreusement lourd. Je me glissai doucement dans l'eau chaude, laissant la mousse parfumée m'envelopper entièrement, apportant aussitôt un réconfort presque miraculeux à mes muscles encore tendus. Je pris machinalement un petit canard jaune, flottant à la surface de l'eau, esquissant un léger sourire. Ces objets simples, chargés de souvenirs heureux, me rappelèrent immédiatement des moments précieux passés avec papa et maman. Et, malgré la terreur intense que je venais tout juste de vivre, malgré le mystère terrifiant qui planait toujours autour de cette maison, je sentis enfin un peu de calme revenir au fond de mon cœur. Au bout de quelques minutes, la voix de papa me parvint doucement à travers la porte. « Ça va mieux, ma puce ?» Je souris légèrement, touchée par sa tendresse et sa prévenance. « Oui, papa, ça va beaucoup mieux. »« Parfait, prends ton temps, je ne bouge pas d'ici. » J'avais pleinement conscience, à cet instant précis, à quel point il était prêt à tout pour me protéger, me réconforter, m'aimer. Je savais que peu importait ce qui allait arriver ensuite, peu importait ce que la maison nous réservait encore, tant qu'il serait là, juste derrière cette porte, tout près de moi, je n'aurais jamais rien à craindre. Chapitre 6. Ce soir-là, à plusieurs kilomètres de là, dans une petite maison, isolée au bout d'une impasse sombre et silencieuse, un homme âgé était assis, solitaire et immobile, dans un vieux fauteuil usé par le temps. Une faible lumière jaunâtre, celle d'une antique lampe posée sur une petite table branlante, éclairait péniblement son visage profondément ridé, abîmé par les années. À 93 ans, il portait sur lui chaque marque du temps passé. Ses yeux étaient entourés de rides profondes, ses mains tremblaient sans arrêt, et ses articulations, douloureuses, le faisaient souffrir chaque jour, davantage. Ce soir-là, pourtant, quelque chose avait changé, quelque chose de plus inquiétant, de plus sombre encore.
Il se sentait particulièrement faible, lourd, presque écrasé par une fatigue anormale. Ses tremblements semblaient avoir doublé d'intensité, au point qu'il peinait à tenir en main la vieille tasse en porcelaine ébréchée dans laquelle refroidissait lentement son infusion. Il sentait monter en lui une panique étrange, inexpliquée. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Pas à ce point. Certes, la vieillesse l'avait rendu plus vulnérable, plus anxieux, peut être. Mais jamais à ce niveau-là. Il soupira profondément, regardant d'un œil vague la nuit noire par la fenêtre poussiéreuse. Tentant en vain de chasser cette angoisse montante, son esprit, fatigué et embrumé, revint naturellement vers la vieille maison, cette maudite maison qu'il venait tout juste de vendre, celle qui avait hanté chaque seconde de son existence pendant plus de 40 ans. Il repensa alors, avec une clarté troublante, à ses nouveaux occupants. Julien, cet homme si doux, si tendre avec sa fille, et Luce, cette petite fille si charmante, si fragile, mais si courageuse aussi, malgré le lourd chagrin qu'elle portait sur ses frêles épaules. Il avait vu en elle le reflet d'une perte douloureuse, immense, qu'il avait devinée instinctivement, la perte d'une mère, celle d'une épouse pour ce père, à la fois protecteur et dévasté. Il avait été profondément touché par cette famille, par leur tendresse, leur complicité, leur amour qu'il avait perçu très clairement dès les premiers instants. Et c'était précisément cela qui, ce soir-là, alimentait plus encore son angoisse. Il savait, mieux que personne, ce que cette vieille bâtisse dissimulait dans ses murs anciens, ce qui dormait sous ses fondations maudites. Cette maison n'était pas simplement hantée. Non, elle était habitée par quelque chose de plus terrible, de plus ancien, de bien plus noir encore. Quelque chose qui dépassait l'entendement, quelque chose qu'il avait fini par nommer, intérieurement, le diable, faute de trouver un mot plus précis. Tandis que ses pensées tourbillonnaient ainsi, il ferma lentement les yeux, sa respiration devenue sifflante, pénible, douloureuse. Il revit alors, comme dans un rêve particulièrement réaliste, les premiers jours heureux passés dans cette même maison, à l'époque où lui-même était jeune, fort, amoureux fou de sa femme, Madeleine. Ah, Madeleine. Comme il avait été heureux avec elle dans ses premiers temps, comme il avait cru sincèrement que cette grande maison, achetée à un prix ridiculement bas, serait le lieu idéal pour fonder une famille, pour vivre paisiblement à ses côtés. Il se remémora avec amertume comment, très vite, cette illusion s'était écroulée, comment les phénomènes surnaturels s'étaient manifestés, d'abord discrètement, puis de façon de plus en plus violente, incontrôlable. D'abord des murmures indistincts, puis des portes claquant violemment en pleine nuit, des apparitions furtives, terrifiantes, de silhouettes sans visage. Et enfin, ce terrible événement, cette nuit atroce où Madeleine s'était réveillée en hurlant, affirmant qu'une créature monstrueuse s'était penchée sur son lit, essayant de lui arracher le cœur de ses propres mains. Il frissonna en repensant à cette nuit fatale qui avait brisé leur couple à jamais. Après ça, plus rien ne fut pareil. Madeleine refusa catégoriquement de rester un jour de plus dans cette maison maudite. Et lui, il fut contraint de fuir également, suivant Madeleine loin de cet endroit infernal, achetant une autre maison beaucoup plus loin, dans l'espoir illusoire de reprendre une vie normale. Mais la vieille demeure refusa obstinément de se laisser oublier, refusant même d'être vendue. Pendant plus de 40 années interminables, il tenta désespérément de s'en débarrasser,
de vendre cette bâtisse maudite à d'autres familles, à d'autres couples naïfs qui, chaque fois, prenaient la fuite après quelques semaines à peine. Car la maison avait faim, une faim insatiable de nouvelles âmes, de nouvelles vies à dévorer lentement, inexorablement. Une heure s'était lentement écoulée, épaisse et insupportablement longue, tandis que le vieil homme restait assis dans son fauteuil, immobile et recroquevillé sur lui-même. Il essayait désespérément de calmer ses pensées, de ralentir sa respiration devenue pénible et douloureuse, de se convaincre qu'il avait encore un semblant de contrôle sur ce qui lui arrivait. Mais chaque seconde qui passait semblait l'entraîner un peu plus loin, un peu plus profondément dans cette panique atroce et inexpliquée qui rongeait désormais chaque cellule de son vieux corps épuisé. Ses tremblements avaient empiré à un tel point qu'il était désormais incapable de tenir quoi que ce soit entre ses doigts décharnés. Sa respiration se faisait de plus en plus sifflante, douloureuse, comme si une main invisible lui comprimait lentement la gorge, le privant progressivement d'air. Son cœur, ce vieux cœur fatigué par presque un siècle de vie, battait désormais de manière erratique, chaotique, cognant brutalement contre sa poitrine, chaque battement plus douloureux que le précédent. Il marmonna péniblement, essayant de s'apaiser lui-même, en vain. « Calme-toi. Calme-toi, mon vieux. Ce n'est rien. Juste une mauvaise soirée. Tout va bien aller. » Mais même lui ne croyait pas à ses propres paroles. Il sentait parfaitement, au plus profond de son être, que cette nuit-là serait la dernière, que quelque chose approchait, lentement mais inexorablement, quelque chose de sombre, de terrible, quelque chose qu'il connaissait déjà trop bien pour l'avoir affronté par le passé. La maison ne lui pardonnerait jamais, il le savait. Il avait trop résisté, trop tenté de fuir. Et désormais, elle revenait réclamer son âme comme elle l'avait toujours promis. Un craquement soudain, atroce et terriblement réel, résonna brutalement depuis les profondeurs mêmes de sa petite maison. Ce n'était pas simplement le craquement innocent du vieux bois ou du parquet usé, non. C'était autre chose. Quelque chose de bien plus menaçant, de bien plus sinistre. Il se redressa péniblement dans son fauteuil, le souffle court, ses vieux yeux cherchant désespérément dans la pénombre la source de ce bruit effroyable. Il sentit aussitôt une odeur infecte, âcre et suffocante, envahir lentement la pièce. Une odeur de chair brûlée, intense, nauséabonde, atroce. Son cœur manqua un battement, tandis qu'une sueur glaciale perlait désormais abondamment le long de ses tempes ridées. Et soudain, dans l'ombre devant lui, une silhouette indistincte, noire comme du charbon calciné, se dessina progressivement, s'avançant lentement vers lui dans un grincement atroce d'os carbonisés et brisés. L'odeur de brûlé devint aussitôt insupportable, presque palpable, et il comprit immédiatement, avec une terreur pure et absolue, qui était cette silhouette, la femme qui, des décennies plus tôt, s'était immolée dans cette maudite maison qu'il venait enfin de vendre. La silhouette se tenait là, face à lui, immobile, silencieuse. Sa peau était carbonisée, fissurée, laissant apparaître par endroits la chair rougeâtre encore fumante. Ses cheveux n'étaient plus que cendres, ses orbites vides d'où s'échappait une fumée noire et épaisse le fixaient sans cligner, sans vie, mais pourtant avec une haine et une colère inhumaines. Le vieil homme sentit immédiatement son cœur s'emballer douloureusement, battant si fort, si vite, qu'il crut qu'il allait éclater dans sa poitrine. Mais avant même qu'il puisse prononcer un seul mot,
d'autres présences se firent entendre autour de lui. Des murmures terrifiants, des râles profonds et inarticulés, montant lentement depuis les ténèbres même de la pièce. Il tourna péniblement la tête, ses yeux écarquillés d'horreur, tandis qu'il voyait désormais d'autres silhouettes se dessiner dans les ombres. Des corps tordus, brisés, déformés par la mort violente, se tenaient là tout autour de lui, avançant lentement, inexorablement, laissant derrière eux une insoutenable odeur de pourriture, de charnier, de mort ancienne et inexorable. Non, non, je vous en supplie, laissez-moi tranquille, murmura-t-il faiblement, sa voix étouffée par la panique et la terreur. Mais les silhouettes continuèrent à avancer, formant autour de lui un cercle terrifiant et macabre. Il reconnut soudainement, avec une horreur absolue, certains des visages décomposés, rongés par les vers, putréfiés jusqu'à l'os, les anciens occupants, les victimes passées, ceux que la maison avait déjà dévorés autrefois, ceux dont les ossements gisaient encore sous ses fondations maudites, tous, sans exception, venaient désormais réclamer vengeance. Vengeance contre lui, qui avait offert de nouvelles âmes à cette bâtisse démoniaque, lui qui avait scellé leur destin, et le sien par la même occasion. La femme brûlée avança alors, tendant vers lui une main atrocement noircie, décharnée, dégoulinante de cendres et de chair fondue. Lorsqu'elle ouvrit lentement sa bouche calcinée, un cri terrible, inhumain, s'en échappa, déchirant les tympans du vieil homme, vrillant atrocement chaque cellule de son être. Ton heure est venue. À cet instant précis, une douleur fulgurante, intense, insoutenable explosa dans sa poitrine. Il hurla aussitôt, un cri de souffrance pure, absolue. Son corps tout entier se contractant violemment sous l'effet de la douleur qui le terrassait. Son cœur, épuisé et vaincu, cédait finalement sous la terreur et la violence de cette apparition infernale. Mais même alors, la douleur ne cessa pas. Elle s'intensifia encore, toujours plus forte, tandis que les silhouettes se rapprochaient lentement, refermant autour de lui un cercle impitoyable. Le vieil homme se tordit violemment dans son fauteuil, ses membres agités de spasmes incontrôlables, son visage devenu livide, ses yeux exorbités par l'horreur absolue de ce qu'il voyait. Sa gorge, nouée par la douleur, ne parvenait même plus à crier, seulement à émettre un râle pitoyable, à peine audible, tandis qu'il sentait nettement les griffes glacées des morts se refermer sur lui, s'enfonçant lentement dans sa peau flétrie, dans sa chair tremblante, dans son âme désormais condamnée. Alors qu'il sentait ses dernières forces l'abandonner définitivement, il comprit dans un éclair d'agonie absolue que son calvaire était loin d'être terminé. Car même la mort elle-même ne le libérerait jamais vraiment de l'emprise terrible de cette maison, de ce mal profond qui réclamait désormais son dû. Et tandis que la douleur atroce finissait par emporter définitivement son esprit, tandis que son vieux corps s'affaissait finalement dans son fauteuil dans un ultime spasme terrifiant, il vit une dernière fois, face à lui, le visage calciné, brûlé, souriant atrocement, de cette femme que la maison avait autrefois consumée. Ce fut l'ultime vision qui accompagna son dernier souffle, le sourire cruel, triomphant de cette créature infernale venue lui rappeler enfin, avec une clarté atroce, que personne, absolument personne, ne pourrait jamais réellement échapper au mal qui hantait désormais chaque pierre, chaque mur, chaque parcelle maudite de cette maison damnée. Jamais. Salut tout le monde, c'est Kekev. Bon, avant de poursuivre ensemble cette creepypasta, je voulais vraiment faire une petite pause, histoire de souffler un peu,
parce qu'on vient quand même de traverser ensemble des chapitres particulièrement intenses, très forts émotionnellement et franchement horrifiques. J'espère que vous avez apprécié autant que moi toute l'intensité de ces dernières scènes, notamment cette fameuse scène avec notre cher vieillard Lucien. Avouez que c'était franchement glaçant. En tout cas, sachez que je prends un plaisir immense à écrire cette histoire. Chaque chapitre, chaque scène, chaque phrase même, est une vraie aventure à créer. Je voulais vraiment vous remercier sincèrement d'être là avec moi, de m'écouter, de suivre avec autant d'attention et de fidélité chaque nouveau chapitre. Vous l'avez certainement remarqué, pour cette creepypasta, j'ai vraiment misé sur une diversité de voix assez exceptionnelle. On a Louise, la voix douce et sensible de Luce, qui apporte toute sa fragilité à la narration, ma propre voix clonée, que vous entendez maintenant, qui j'espère vous plaît et crée un lien authentique et direct avec vous. Une voix particulière avec quelques petits pops intrigants qui vient renforcer le côté mystérieux et troublant de certains passages. Et puis bien sûr, la voix très spéciale de notre cher Lucien, ce pauvre vieil homme, avec tous ses tremblements, son souffle rauque et ses respirations pénibles. J'espère sincèrement que vous appréciez toute cette variété sonore, tout ce dynamisme audio qui, je l'espère, vous permet vraiment de vivre cette histoire à fond. Alors voilà, maintenant, c'est à votre tour de parler. Chers abonnés, n'hésitez surtout pas à me dire clairement ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si l'histoire vous plaît, si vous aimez ce style d'écriture très immersif et détaillé, si les voix vous plaisent, et si cette expérience audio vous fait vivre pleinement l'histoire. Chaque retour, chaque commentaire de votre part, c'est vraiment très précieux pour moi. Alors n'hésitez pas. Bien sûr, si vous aimez cette creepypasta, prenez 2 petites secondes pour mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous savez à quel point votre soutien est crucial et honnêtement, c'est grâce à vous, uniquement grâce à vous, que cette chaîne continue à vivre et à grandir. En tout cas, encore une fois, merci du fond du cœur d'être là, de suivre cette histoire avec moi, et rassurez-vous, ce n'est pas terminé, loin de là. Je vous réserve encore de sacrées surprises pour la suite de cette creepypasta. Des moments forts, des moments horrifiques et d'autres moments émotionnellement intenses qui vous attendent. Mais pour l'instant, je voulais simplement qu'on respire ensemble un petit moment, histoire de mieux repartir ensuite dans le cœur sombre et profond de notre récit. Allez, prenez une grande inspiration, détendez-vous et préparez-vous pour la suite, parce qu'elle arrive très bientôt, juste après cette petite pause. Merci encore à vous tous, et particulièrement à Christelle, à qui cette histoire est dédiée, mais aussi à chacun d'entre vous, chers abonnés fidèles et précieux. Allez, à tout de suite, pour la deuxième partie de cette pause détente, où on va parler ensemble un peu de la créativité derrière toute cette histoire. Eh bien, me revoilà, chers amis abonnés. Toujours votre Kekev, fidèle au poste. Mais cette fois, pour cette deuxième partie de notre petite pause détente, je voulais parler avec vous sous un angle un peu différent, un angle plus littéraire, plus réflexif, sur cette histoire que nous vivons ensemble, cette fameuse creepypasta que vous êtes en train de découvrir. Vous savez, écrire une creepypasta, ce n'est pas simplement raconter une histoire d'horreur. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est entrer dans l'intimité la plus sombre des personnages, explorer les recoins les plus inquiétants de l'âme humaine, jouer avec les peurs, les désirs, les regrets et les secrets les plus enfouis. En vérité, c'est un genre littéraire très particulier, souvent sous-estimé, mais qui, moi personnellement, me fascine profondément. Ce qui me passionne dans l'écriture d'une creepypasta, et particulièrement dans celle-ci, c'est justement cette possibilité de mêler étroitement l'horreur la plus pure à l'émotion humaine la plus sincère. Regardez Luce, notre héroïne. Elle n'est pas juste une jeune fille terrifiée par des phénomènes paranormaux. Non. Luce, c'est avant tout une enfant marquée profondément par le deuil, par l'absence déchirante d'une mère disparue. C'est une jeune fille solitaire, sensible, marginale, qui essaye tant bien que mal de comprendre et d'accepter ce monde étrange qui l'entoure désormais. Julien, son père, lui aussi est un personnage
que j'ai vraiment aimé explorer en profondeur. Ce père tendre, protecteur, mais qui au fond de lui reste brisé par la perte de celle qu'il aimait profondément. J'ai voulu créer en lui une sorte d'équilibre subtil, fragile même, entre l'amour infini qu'il porte à sa fille et la douleur immense qu'il essaye chaque jour de surmonter. Pour moi, Julien représente précisément cette dualité humaine, cette force incroyable que l'on peut puiser dans l'amour, mais aussi cette vulnérabilité qui peut nous submerger complètement quand les souvenirs deviennent trop lourds à porter. Et puis, il y a cette maison. Ah, cette maison. Vous savez, dans les creepypastas, les lieux hantés sont souvent vus comme de simples décors pour susciter l'angoisse. Mais ici, j'ai vraiment voulu donner une véritable âme à cette maison. Elle n'est pas simplement hantée. Elle est presque vivante, habitée par une conscience ancienne, maléfique et insatiable. Une entité qui se nourrit des émotions humaines, des regrets, de la tristesse, mais aussi de l'amour. Cette maison, c'est un peu la métaphore de tout ce qui peut nous hanter intérieurement, tout ce que l'on essaye de fuir, mais qui finit toujours par nous rattraper. En tant qu'amateur passionné de creepypastas, j'ai essayé d'intégrer dans cette histoire toutes les choses que j'aime profondément dans ce genre littéraire. Le suspense psychologique, la terreur subtile qui monte lentement, inexorablement, les personnages humains, crédibles, auxquels on peut vraiment s'attacher. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est créer une ambiance unique, une atmosphère immersive, qui vous enveloppe complètement, qui vous transporte dans cet univers sombre mais profondément humain, vous faisant oublier, pendant un temps, le monde réel. J'espère sincèrement avoir réussi à créer, pour vous, cette atmosphère si particulière, cette ambiance littéraire forte, immersive et profondément émotionnelle. J'espère que cette histoire restera avec vous longtemps après l'avoir écoutée, que ces personnages continueront de vous hanter dans le bon sens du terme, évidemment, et que vous aurez plaisir à revenir régulièrement sur cette chaîne pour découvrir d'autres récits du même genre. Alors voilà, mes chers abonnés, maintenant c'est à vous. J'aimerais vraiment savoir comment vous ressentez cette histoire, pas simplement en tant que divertissement horrifique, mais comme un véritable récit littéraire. Avez-vous été touché par ces personnages ? Avez-vous été ému par leurs relations complexes, par leur douleur, leur amour, leur humanité ? C'est cela qui m'intéresse profondément. C'est cela finalement qui donne tout son sens à mon travail d'écriture. Merci infiniment de partager cette passion avec moi. Merci d'être là, d'écouter, de ressentir, de vivre pleinement ces histoires que j'aime tant écrire et vous faire découvrir. Maintenant, fin de cette petite pause littéraire. Retournons ensemble dans ce monde étrange, fascinant et terrifiant que nous avons créé ensemble, pour découvrir ce qui attend encore nos personnages adorés. À tout de suite pour la suite. Chers abonnés passionnés, votre Kekev. Coucou mes chers amis. Alors, j'ai décidé de m'arrêter là aujourd'hui, parce que je trouve que 92 minutes, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Je pense que je continuerai du coup cette creepypasta demain ou après-demain. Donc vous aurez la suite dans maximum 48 heures. Profitez déjà de cette longue première partie de creepypasta avec quand même un bon paquet de détails, de moments forts. Je vous souhaite en tout cas de passer un agréable moment et n'hésitez pas à partager vos retours. Partagez ça sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, activez la cloche et à très bientôt.